Aujourd'hui, on s'intéresse à un personnage vraiment fascinant, l'historien et philosophe Théophile Obenga, et surtout à ses idées qui sont, disons-le, assez dérangeantes. Imaginez un peu, un homme qui consacre toute sa vie à l'histoire de l'Afrique pour finir par en être l'un des critiques les plus virulents. C'est un sacré paradoxe. On va commencer direct avec sa phrase la plus célèbre, la plus choquante. L'Afrique n'existe pas. Voilà. Et ce qui est dingue, c'est que celui qui dit ça, ce n'est pas n'importe qui. C'est un égyptologue de renom, un des pionniers de la pensée panafricaniste. Alors comment c'est possible? C'est vraiment de là que tout part. C'est la question qui va nous guider tout au long de cette analyse. Pour comprendre cette position, qui est si radicale, il faut revenir en arrière, remonter le fil de son histoire. Et c'est un parcours intellectuel et même spirituel qui est absolument hors du commun. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Tout commence, et c'est ça qui est intéressant, non pas en Afrique, mais en France, avec un livre. Un seul livre qui va faire basculer toute sa vie. Au début, le parcours d'Obenga est assez classique pour un jeune homme brillant de l'époque coloniale. Vous voyez le tableau, hein? Il est né en brousse, il est éduqué par des missionnaires, il apprend le latin, le grec, bref, il maîtrise les classiques européens et il part en France pour devenir philosophe. Une voie qui semble toute tracée, et c'est là, à Bordeaux, que le destin frappe. Un jour, un ami camerounais lui passe un gros livre. Obenga n'est pas très intéressé au départ, mais bon, par politesse, il le prend. Il se dit qu'il le rendra le lendemain. Mais ce livre, c'était Nation nègre et culture de Cheikh Anta Diop. Et l'effet est sismique. Il raconte l'avoir lu d'une traite toute la nuit, impossible de dormir. C'est une révélation totale. Pour lui, c'est la réponse à une quête dont il n'avait même pas conscience. Voilà ce que je cherchais, dit-il. Tout simplement. Attention, ce n'est pas juste une lecture intéressante. Obenga, lui, parle d'une véritable crise spirituelle. Du jour au lendemain, la philosophie classique, tout ça, ça lui paraît vide, sans intérêt. Il a trouvé un but, un seul. Prouver de manière scientifique les thèses de Diop sur l'origine noire africaine de la civilisation égyptienne. Cette révélation, c'est le début d'une quête acharnée. Parce que pour valider les travaux de Diop, il lui manque un outil. L'outil essentiel, l'égyptologie. Et à l'époque, pour un chercheur africain, c'était une discipline quasiment inaccessible. Il faut vraiment comprendre ce que ça représente. L'égyptologie, ce n'est pas juste un domaine d'études parmi d'autres. Pour eux, c'est le champ de bataille. C'est là que tout se joue pour réécrire l'histoire de l'humanité et surtout pour restaurer la conscience historique africaine. L'enjeu est énorme. Et cette quête, elle montre sa détermination incroyable. D'abord, il cherche à Bordeaux. Rien. Il part aux États-Unis, à Pittsburgh. Il étudie l'anthropologie, mais ce n'est pas assez précis. Il tente Cambridge, en Angleterre, mais là encore, il est déçu. Et c'est finalement en Suisse, à Genève, qu'il trouve enfin les bons profs, les bons cours sur l'égyptien ancien, la linguistique, tout ce qu'il lui fallait. Et cette phrase, elle est juste incroyable. C'est la toute première réponse qu'il reçoit de Diop, son maître à penser. Vous n'avez pas mieux à faire. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire c'est une bonne idée. Ça veut dire c'est la seule chose à faire. Pour Obenga, c'est un ordre de mission. Il n'y a plus d'autre chemin possible. Bon, maintenant qu'il a les outils, qu'il est armé intellectuellement, Obenga est prêt pour le grand rendez-vous de sa vie. Un colloque organisé par l'UNESCO au Caire. Et ça va se transformer en une véritable arène, une bataille intellectuelle. Le décor est posé. D'un côté, deux savants africains, Diop et son jeune disciple Obenga. De l'autre, une vingtaine des plus grands égyptologues du monde entier. On a l'impression de voir David contre Goliath. Le rapport de force paraît complètement déséquilibré. Et les enjeux, ils sont colossaux. On ne parle pas de détails là. On débat de la couleur de peau des pharaons, des liens entre leur langue et les langues parlées aujourd'hui en Afrique, de l'origine même de leur culture. En fait, c'est tout le socle de l'histoire officielle, l'histoire écrite par l'Occident, qui est remis en question. Et le résultat, eh bien, il est sans appel. C'est un point vraiment crucial. Contre toute attente, le rapport final publié par l'UNESCO conclut que les arguments de Diop et Obenga sont les plus solides, les plus convaincants. C'est une victoire scientifique retentissante, un vrai tournant historique. C'est après cette victoire, une fois qu'il a cette légitimité scientifique, qu'Obenga va développer sa critique la plus radicale. Mais cette fois, ce n'est pas une critique du passé, c'est une critique du présent de l'Afrique. Et c'est là qu'on retrouve notre fameuse phrase du début. Voilà comment il explique sa pensée. Quand on regarde la scène mondiale, pour lui, le mot Afrique est une coquille vide. Il n'y a pas d'État qui s'appelle Afrique, pas d'entité politique, économique ou militaire qui puisse porter ce nom et peser dans le monde. C'est une abstraction. Son argument central, c'est la comparaison. La Chine, ça existe, ça parle d'une seule voix. Les États-Unis, ça existe. Mais l'Afrique,
C'est une mosaïque de 54 pays, avec des intérêts souvent opposés, qui sont incapables de former un bloc uni, un bloc puissant. Et sa critique va encore plus loin. Elle vise les concepts qu'on utilise pour parler du continent. L'idée de jeunesse africaine, par exemple. Pour lui, ce n'est pas une réalité. C'est une fabrication de l'Occident. Une sorte de catégorie fourre-tout qui sert à endormir les consciences, à empêcher qu'une vraie force politique émerge. Alors, face à un constat aussi dur, aussi brutal, quelle est la solution? Pour Obenga, tout passe par un changement total de regard. Il faut arrêter de rêver et commencer à voir. Sa pensée s'articule autour de cette opposition, qui est assez géniale. D'un côté, il y a le rêveur. C'est celui qui accepte les mots des autres. Tiers-monde, francophonie, aide au développement. Il est passif, il attend. Et de l'autre, il y a le voyant. Lui, il analyse froidement les rapports de force. Il définit ses propres intérêts et il agit pour les défendre. C'est toute la différence. Et ce n'est pas que de la théorie. Pour lui, il y a un événement très récent qui incarne parfaitement cette attitude du voyant. C'est la création de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Mais qu'est-ce que ces pays ont vu au sens d'Obenga? Eh bien, ils ont fait une analyse lucide de leur situation. Ils ont vu que leur or, leur uranium, toute leur richesse partait à l'étranger sans qu'ils en profitent vraiment. Ils ont vu que leur monnaie, leur sécurité, tout ça était contrôlé de l'extérieur. Et à partir de cette analyse, de ce voir, ils ont décidé d'agir. Ensemble. On termine avec cette question. Le diagnostic d'Obenga est brutal, c'est vrai, il est sans concession. Mais est-ce que c'est juste le constat amer d'un vieux sage ou est-ce qu'il faut y voir une sorte de feuille de route, une invitation à arrêter de se voir comme une victime pour enfin devenir un acteur de sa propre histoire? La réflexion, elle reste ouverte.